l'érosion des produits de l'altération. Alors, nous allons parler aujourd'hui de géologie, c'est-à-dire sciences de la Terre, et plus spécialement, aujourd'hui, on va parler de l'érosion. Alors, c'est quoi l'érosion? C'est ce que nous allons essayer de comprendre tout au long de ce cours. Érosion des produits de l'altération. Ça veut dire quoi ça? Produits de l'altération. C'est quoi altération? Alors, nous avons vu ça dans un cours précédent. Je vous invite à vous y reporter. Alors, altération, si par exemple vous prenez une roche saine, c'est-à-dire qui n'est pas abîmée, et vous prenez un marteau, vous frappez sur cette roche avec le marteau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir des débris qui vont se détacher de la roche. Alors, ces débris vont être plus ou moins gros, plus ou moins importants, plus ou moins lourds. Ça dépend de la manière dont vous frappez. Mais donc, vous voyez que le petit morceau de roche qui s'est détaché est un produit de l'altération, sachant que la frappe avec le marteau correspond à l'altération. Vous altérez la roche, ça veut dire que vous abîmez la roche. Alors là, est-ce qu'on peut parler de abîmer? Bon, si on se place dans les conditions naturelles, dans la nature, vous savez très bien qu'il y a une altération des roches de manière quasi permanente due à des éléments de l'environnement. Alors ça peut être l'eau, le gel, l'alternance gel-dégel, ça peut être tout ce que vous imaginez qui puisse abîmer la roche. Bon, voilà. Alors maintenant, si par exemple vous prenez une aiguille et vous grattez la roche, alors vous allez altérer la roche. Donc vous allez faire en sorte que des produits de l'altération se détachent, mais cette fois-ci ils sont très petits. Alors si on va jusqu'à la petitesse maximale, ça correspondrait à quoi à votre avis? Eh bien ça correspondrait tout simplement à des ions, à des atomes. Bon, à des atomes. Bon, les ions, ce sont des atomes qui ont une charge positive ou négative. Bon, ça c'est un autre problème. Bon, mais si on détache un atome de la roche, à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler d'altération? Eh bien oui, parce qu'on abîme la roche du fait qu'on enlève un atome, on l'abîme, entre guillemets. Bon. Et maintenant, s'il y a de l'eau, cet atome peut passer dans l'eau, peut aller dans l'eau, et comme c'est la petitesse extrême, enfin, presque extrême, en nous plaçant en biologie évidemment, parce que si on considère les lois de la physique, on n'est pas dans l'extrême. Bon, bref, donc on a à ce moment-là une dissolution des ions, enfin des atomes, en tout cas, dans l'eau. Donc ça veut dire que les produits de l'altération, quand on dit érosion des produits de l'altération, ça veut dire que l'érosion signifie autre chose que altération. Alors souvent, on confond les deux, altération et érosion. Pourtant, il y a une petite nuance. Alors, donc, si je résume, vous altérez une roche, ça veut dire que vous allez faire en sorte qu'il y ait des débris, des particules solides, plus ou moins grosses, et des ions, enfin des atomes qui deviendront peut-être des ions, plus ou moins solides. Et donc on peut alors très souvent l'eau transporte sur de très longues distances les produits de l'altération, que ce soit des produits solides ou des produits qui seront dissous dans l'eau. Donc voilà. Alors on peut se poser plein de questions évidemment, mais comme on travaille sur l'érosion des produits de l'altération, on va se poser le problème, sachant que les produits de l'altération peuvent rester sur place, évidemment. Lorsque nous avions parlé d'arènes granitiques, on avait vu que le granit altéré va libérer en fait, il va se détacher les minéraux qui constituent le granit, c'est-à-dire le quartz, le feldspath et les micas. Alors, je n'entre pas dans le détail des minéraux, mais vous allez me dire, mais il y a différents types de granit. Évidemment, il y a différents types de granit. Bon, il y a le granit que l'on dit blanc, entre guillemets, parce qu'il y a des feldspaths que l'on dit plagioclases,
donc ce sont des minéraux qui ont une couleur blanche. Mais il y a des feldspaths qui ont une couleur plutôt rosée. Donc on dira que ce sont des feldspaths orthoclases. Bon, bref. Donc les produits de l'altération d'une roche granitique, ce serait par exemple les minéraux qui constituent cette roche. Alors l'altération conduit à des minéraux également qui peuvent être dits secondaires. Ça veut dire qu'à partir des minéraux premiers, donc par exemple quartz, feldspath, mica, eh bien l'altération va faire en sorte que il va y avoir une transformation de certains de ces minéraux. Alors le quartz, non, il ne se transforme pas, il est très solide, très dur. Par contre les feldspaths et surtout les micas vont pouvoir se transformer et vous allez avoir l'apparition de minéraux que l'on dit secondaires, par exemple l'argile. Bon, alors donc ça veut dire que les minéraux eux-mêmes sont constitués d'atomes, et si on fait une comparaison entre les atomes contenus dans l'eau de pluie et les atomes contenus par exemple dans une rivière ou une source, enfin un torrent, une rivière, ce que vous voulez, qui vient des montagnes granitiques, admettons, eh bien ça veut dire que cette rivière va sans doute transporter les débris, mais elle va aussi transporter des ions qui vont être dissous. Par exemple sodium, potassium, aluminium, etc. Et donc de ce fait-là, là vous comprenez bien qu'à partir du granit, un agent de l'érosion, d'altération, que ce soit n'importe quoi, va faire en sorte qu'il va y avoir des débris, donc des minéraux du granit qui vont se trouver entraînés vers le bas, et également des ions plus ou moins solubles qui vont être entraînés par l'eau qui passerait par là. Bon. Bref, donc je reviens un petit peu en arrière. Donc lorsqu'on a une altération des roches, on peut très bien avoir les produits de l'altération qui restent sur place ou bien qui peuvent être entraînés plus ou moins loin. Et là, on peut se poser la question, comment les produits de l'altération sont-ils transportés? Alors, on pourrait peut-être donner quelques précisions sur l'érosion. Tout à l'heure, on a parlé d'altération. Vous prenez un marteau, vous tapez sur une roche, il y a un petit débris qui est prêt à se détacher, mais il fait encore partie de la roche. Donc ce débris, est-ce qu'on peut dire que c'est un produit de l'altération? Eh bien oui, c'est un produit de l'altération, mais il est encore en place, il est encore là. Imaginons, vous faites arriver de l'eau dessus, vous faites un jet d'eau, vous provoquez un jet d'eau, eh bien le jet d'eau va faire en sorte que ce petit morceau va se détacher. Il va y avoir ce que l'on appelle une ablation du débris qui a été altéré. Eh bien c'est là que commence l'érosion. L'érosion commence avec l'ablation d'un produit de l'altération. Et ensuite, il va se passer quoi? Eh bien, si vous continuez à imposer à ce débris qui est tombé, donc sous l'action de la gravité et sous l'action de l'eau, sous l'action de la force de l'eau, si vous continuez à faire agir l'eau avec une certaine puissance sur ce produit de l'altération, eh bien, il va se trouver emporté plus ou moins loin. Eh bien, c'est un peu ça l'érosion, c'est l'ablation d'un produit de l'altération. Alors, donc finalement, ces produits de l'altération, ils vont où? Vous altérez une roche qui est en surface. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir un dépôt de ces produits de l'altération à un moment ou à un autre, grâce à l'érosion qui commence, parce que l'érosion va faire que l'ablation, donc la conséquence de l'ablation sera sous l'action de la gravité, un produit d'altération qui va tomber par terre. Eh bien, ce qui tombe, ce qui résulte de l'ablation, de l'altération en fait, puis de l'ablation, constitue ce que l'on appelle un sédiment. Un sédiment, c'est quelque chose qui va aller sur le sol et qui va sédimenter, c'est-à-dire reposer sur le sol. Alors après, on peut très bien imaginer que ce sédiment reste en place, mais on peut imaginer aussi que ce sédiment va être transporté sur des distances plus ou moins importantes. Alors, quel est le principal agent de transport des sédiments? Bien sûr, c'est l'eau.
Voilà, l'eau, elle est partout. Elle est dans les nuages. Quand il pleut, c'est bien de l'eau. Elle est dans les océans, elle est dans les fleuves, dans les lacs, dans les sources. Partout, il y a de l'eau. Alors, si on prend l'exemple de la Loire c'est un fleuve qui est en France et il naît dans le Massif central et il va se jeter en passant par le bassin parisien, ensuite donc à partir du Massif central, donc en Auvergne en fait. Donc il va traverser ce fleuve, donc des terrains qui sont plus ou moins magmatiques, puis il va arriver du côté du bassin parisien, puis va aller se jeter ensuite dans l'océan Atlantique. Voilà. Alors, si on considère le bassin versant de la Loire, alors c'est quoi un bassin versant? Eh bien, imaginez une région où il pleut. Il pleut, l'eau elle fait quoi? Eh bien, elle s'infiltre dans le sol. Mais vous savez très bien qu'à certains endroits, il y a des fleuves, des affluents, qui vont se jeter dans un fleuve beaucoup plus gros, beaucoup plus important. Pourquoi plus important? Parce qu'il recueille l'eau de tous les affluents. Donc ça veut dire que la Loire, en fait, elle a son bassin versant. C'est-à-dire, c'est une grande zone, c'est sa zone géographique, au niveau de laquelle toutes les eaux d'infiltration vont se retrouver à un moment donné ou à un autre dans un affluent. Alors il y a un certain nombre d'affluents. Alors donc de grands affluents, il y en a une dizaine. La Loire, elle mesure à peu près 1100 km à peu près. Donc ça veut dire que toutes ces eaux de pluie, d'infiltration, etc. se retrouvent dans les affluents. Puis comme les affluents se jettent dans la Loire, eh bien ces eaux se retrouvent dans la Loire également. Alors, lorsque la Loire prend sa source dans le Massif central, elle descend évidemment, parce que un fleuve va toujours de l'amont vers l'aval, donc du haut vers le bas. C'est la loi de la gravité, la loi de l'apesanteur. On ne verra jamais un fleuve aller vers le haut. Ou alors, il faudrait lui exercer une force un peu spéciale. Donc ça veut dire que tout va converger vers le bas. Et lorsque l'eau s'infiltre dans le sol, donc au niveau du bassin versant de la Loire, donc toute cette zone au niveau de laquelle tous les affluents et la Loire elle-même circulent, eh bien ça veut dire que cette eau va traverser certains types de roches. Alors lorsque le bassin versant se trouve du côté de l'Auvergne, alors en Auvergne il y a beaucoup de volcans, il y a des volcans, eh bien ça veut dire que en profondeur, les eaux de ruissellement, les eaux d'infiltration vont traverser des roches que l'on appelle magmatiques. On dit qu'elles sont magmatiques. Alors ça peut être des basaltes, les produits, donc c'est ce qui provient de l'effusion d'un volcan. Alors autrefois, maintenant les volcans ils sont éteints en Auvergne, mais il reste des traces donc, sous forme de basalte par exemple. Donc dans les profondeurs, ou en surface, il y a des basaltes, donc l'eau automatiquement est en contact avec ces basaltes. Et comme ces basaltes vont subir également une altération, puis une érosion, donc ablation et transport, eh bien ça veut dire que dans les affluents, on va se retrouver avec des produits, donc des sédiments qui proviennent du basalte. Mais également, par endroits, il y a du granit. Donc, même principe, dans l'eau, il va y avoir, dans l'eau des fleuves, des affluents, il va y avoir également des produits d'altération du granit. Et puis il y a d'autres roches magmatiques. Le magma, c'est une roche, donc le magma c'est un matériel qui provient de la profondeur de la Terre. Alors, donc qui va à un moment donné se retrouver en surface. Bon. Alors ça s'oppose aux roches qui proviennent de l'extérieur, donc sous l'action de sédiments qui vont s'accumuler, qui vont se tasser, et qui vont se transformer en roches sédimentaires comme le calcaire ou la craie, donc sous l'action d'un phénomène que l'on appelle la diagénèse. Eh bien, donc ces roches proviennent de l'extérieur, donc la formation provient de l'extérieur, tandis que les roches magmatiques, ce sont des roches qui viennent de l'intérieur de la Terre. Bon, selon différents mécanismes, on va avoir soit des granites, soit des basaltes, etc., etc. Donc dans ces roches magmatiques, alors on a dit basalte, granit, on a des gabbros, des diorites, des rhyolites, des micaschistes, des schistes, etc. On a toutes sortes de roches. Alors,
attention, hein, là je parle de roches métamorphiques, c'est-à-dire de roches qui ont été transformées, donc des roches initiales en fait qui n'étaient pas métamorphiques, donc comme des roches magmatiques type granit. Admettons, la transformation de ces roches sous l'action de pression et de température plus ou moins importantes, etc., va faire en sorte que les minéraux qui constituent certaines roches vont se transformer en d'autres minéraux. Bon, selon des mécanismes assez compliqués, pas question d'expliquer aujourd'hui. Bon, bref, donc dans le bassin versant, si on résume, correspondant le bassin versant de la Loire, il y a toute cette zone géographique qui contient au niveau du Massif central donc des roches magmatiques. L'eau va s'infiltrer dans ces roches et va compléter l'altération qui a été mise en place pour faire une ablation de différentes parties qui vont se retrouver sous forme de ce que l'on appelle des sédiments. Alors il va y avoir également une dissolution d'atomes qui vont se retrouver dans l'eau sous forme d'ions plus ou moins solubles. Donc voilà, là on comprend bien que ce que l'on avait vu dans un autre cours à petite échelle, on peut le retrouver à très grande échelle, et on comprend bien que si par exemple un granit subit une altération puis une érosion, c'est-à-dire une ablation puis un transport, vu que le transport se fait de l'amont vers l'aval et sur de très longues distances, par exemple sur 1000 km, imaginons un sédiment qui se forme près de la source en Auvergne, peut circuler tout le long du fleuve et se retrouver dans l'océan Atlantique. Donc ça veut dire que les plages que l'on trouve à droite et à gauche, elles contiennent des sables. Elles peuvent contenir des sables qui proviennent de montagnes. Bon. Alors, donc le bassin versant en Auvergne, on a vu donc roches magmatiques, etc. Et lorsque le bassin versant se trouve plutôt du côté du bassin parisien, et bien là, les eaux d'infiltration vont plutôt pénétrer dans au niveau de roches sédimentaires comme le calcaire, la craie, les grès, etc. Donc un grès, c'est quoi? Ce sont des sables qui se sont consolidés et qui ont formé une roche très solide que l'on appelle le grès. Bon, le calcaire, carbonate de calcium, la craie, c'est un petit peu la même chose, mais c'est beaucoup plus pur. Les argiles aussi, bon, etc., les marnes, bon. Donc toutes sortes de roches sédimentaires qui vont être traversées. Et donc les eaux d'infiltration vont automatiquement produire une érosion, donc ablation puis transport, sous forme de sédiments qui seront plus ou moins gros et sous forme d'ions qui seront plus ou moins dissous et qui seront différents, des fois identiques, à ceux des roches, par rapport à ceux des roches magmatiques provenant du Massif central. Et puis ensuite, le fleuve continue, enfin le bassin versant se dirige, c'est pas qu'il se dirige, c'est un endroit, c'est une zone géographique, mais ce que je veux dire, c'est que le bassin versant, du côté de, donc lorsque l'on s'approche de l'océan Atlantique, eh bien, il contient également donc certains types de roches qui vont subir également une érosion. Bon, donc par infiltration ou directement en surface, hein. Là on peut imaginer ce qu'on veut, hein. En surface, si on prend un chemin, lorsqu'il pleut, eh bien, sur le chemin, eh bien, si on va du haut vers le bas, eh bien, les sédiments vont se trouver entraînés, transportés, entraînés vers le bas. Donc c'est le même principe dans le bassin versant. Quel que soit l'endroit du bassin versant, il y a toujours de l'eau qui s'infiltre à un moment ou à un autre, qui provoque une ablation en profondeur, en surface, qui provoque une érosion sous forme de transport, donc ablation et transport qui se fait plus ou moins rapidement, mais toujours à un moment ou à un autre, on retrouve les sédiments quelque part dans le fleuve. Voilà. Et puis comme le fleuve circule, eh bien, comme le fleuve coule plutôt, eh bien, ça veut dire que la Loire, elle contient beaucoup de sédiments, elle contient beaucoup d'ions dissous, et tout cela va se retrouver à un moment ou à un autre dans l'océan Atlantique. Bon. Alors, c'est un petit peu simplifié, hein, mais bon, ça permet de bien comprendre les choses. Bon, voilà pour une première explication. Alors, pour prendre un exemple concret, on peut se placer quelque part dans la Loire, où il y a le lit de la Loire, et on peut regarder le sable, parce qu'il y a du sable, hein, dans la Loire. Donc il y a des dépôts, et selon les endroits, si par exemple vous avez une période de sécheresse, il y a des endroits où il y a moins d'eau
que pendant une période de crue, évidemment. Et si vous prenez un petit peu de sable, vous regardez à la loupe et vous vous apercevez qu'il y a, par exemple, vous voyez des grains de quartz et vous voyez des feldspaths. Alors vous allez dire, ce sable qui se retrouve dans le lit de la Loire, il vient d'où? Eh bien, avec vos connaissances, vous dites, le quartz, ça fait partie des roches magmatiques, par exemple du granit. Le feldspath, ça fait partie des roches magmatiques, par exemple le granit. Eh bien, vous allez pouvoir dire, eh bien, ce sable provient très certainement du granit, vous le déduisez, et si vous regardez autour de vous, si vous ne voyez pas de granit, bah, vous vous dites, eh bien, sans doute que vers l'amont, il y avait du granit, et que l'altération du granit, puis son ablation et son transport, c'est-à-dire l'érosion, a fait en sorte que ces grains se sont retrouvés à un moment ou à un autre, ici, là où vous regardez le sable avec votre loupe. Alors, l'eau circule. Elle circule et il y a ce que l'on appelle le courant. Le courant d'eau, donc c'est le fait que l'eau circule d'un endroit à un autre et le courant peut être plus ou moins important. Lorsqu'on parle de courant électrique, c'est une circulation d'électrons. Lorsque l'on parle du courant d'eau, par exemple au niveau de la Loire, donc ça veut dire que c'est l'eau qui circule. Alors, si on met de l'eau, enfin pas de l'eau, mais si on met un sédiment à un endroit, on met de l'eau. Voilà, par exemple, on met un sédiment dans un verre, on met de l'eau, voilà, il ne se passe rien. Alors, on peut très bien imaginer qu'avec le temps, l'eau va tout doucement dissoudre les éléments qui font partie de la roche ou du sédiment. Mais si on ne fait rien, bah, l'eau, elle va rester là. Si on met le sédiment sur un chemin, par exemple un chemin de forêt, comme ici, admettons, eh bien, le sédiment, il reste là. Mais si on fait couler de l'eau, eh bien, ce sédiment va se trouver entraîné vers le bas. Et on peut s'amuser donc à faire une expérience où on fait couler de l'eau et on fait agir le courant, différents courants sur les sédiments pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors on peut s'amuser à construire une maquette, par exemple on prend n'importe quoi, il faut avoir une méthode astucieuse, on met une espèce de gouttière ou ce que vous voulez, vous mettez des sédiments à l'intérieur, vous mettez de l'eau et puis vous faites varier le débit et puis vous regardez ce que cela donne. Donc vous mettez des particules qui sont plus ou moins grosses, donc des sédiments, c'est-à-dire produits d'altération qui sont plus ou moins gros, et puis vous faites circuler tout cela en faisant varier le débit, c'est-à-dire la vitesse, c'est-à-dire la quantité d'eau qui va circuler par unité de temps. Et vous allez vous apercevoir que c'est toujours un petit peu la même chose qui se passe, c'est que les gros morceaux ont tendance à rester, je ne dis pas sur place, mais presque sur place, admettons si le débit n'est pas assez fort, et qu'à mesure, plus les particules sont petites, plus elles vont être transportées loin. Donc ça veut dire qu'à la limite, dans le cas extrême, les atomes qui se sont détachés et qui peuvent se transformer en ions après, c'est-à-dire en particules chargées, eh bien on peut très bien imaginer qu'ils se trouvent dissous dans l'eau. Ça veut dire qu'ils font partie de l'eau, ils sont dissous et ils vont être entraînés par l'eau. Ils vont faire partie de la matière eau, c'est-à-dire H2O avec par exemple Na+, Ca2+, Mg, etc. Bon, donc ça veut dire qu'on va avoir une dissolution pour les particules qui sont extrêmement petites, donc sous forme d'ions. Et à ce moment-là, on peut très bien imaginer que si on part du massif central, eh bien, le débit de l'eau va varier selon le temps, selon la météorologie, donc selon qu'il pleut un peu, beaucoup ou pas du tout. Et puis, on imagine que les gros blocs vont rester plutôt en hauteur et qu'à mesure que les sédiments deviennent de plus en plus petits, suite à l'altération, eh bien l'érosion va faire en sorte que il va y avoir un espèce d'étagement des particules les plus grosses vers le haut et à mesure qu'on descend vers le bas, elles seront de plus en plus petites, voire complètement dissoutes si on considère les ions qui se retrouvent dissous dans l'eau. Voilà, c'est très simple à comprendre. Alors, on a dit qu'au cours de l'érosion,
Donc au cours de l'érosion, donc les sédiments, les particules, les blocs, les roches, les graviers, etc. se trouvent emportés plus ou moins loin. Maintenant, selon le débit, comme on a dit, eh bien ces sédiments, ces éléments, ces particules vont se retrouver plus ou moins loin. Mais s'il y a par exemple des périodes de crue très intenses, par exemple s'il pleut beaucoup et qu'il y a des inondations, etc., le débit des torrents, le débit des rivières est très important, eh bien ça veut dire que des blocs, donc des roches qui se trouvaient, enfin qui restaient en place parce que le débit n'était pas suffisant, eh bien ces gros blocs vont se trouver quand même emportés plus ou moins loin vers l'aval. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec tout un étalage, tout un étagement en fait de sédiments, donc plus ou moins importants, enfin dont la taille est plus ou moins importante. Et lorsque, donc évidemment, quand on part du Massif central et que l'on va vers le bas, le débit est important. Mais lorsqu'on arrive à l'embouchure du fleuve, ça veut dire que le débit s'arrête pratiquement brusquement. Et à ce moment-là, toutes les particules qui se trouvaient entraînées brusquement sous l'action du courant se retrouvent, je ne dis pas piégées, mais vont se déposer là où le courant s'arrête. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'embouchure, à certains endroits, il va y avoir tout un étagement, donc tout un étagement en fait, de particules plus ou moins grosses. Donc c'est ce qu'on observe, c'est ce que vous pouvez vous amuser à observer sur une coupe au niveau donc une coupe d'alluvion, par exemple au niveau de l'embouchure de la Loire. On a donc des couches de sédiments qui vont se déposer et qui, avec le temps, vont subir une transformation, ils vont se tasser et il va y avoir formation à un moment ou à un autre de ce que l'on appelle des roches sédimentaires. C'est quoi une roche sédimentaire? Eh bien c'est une roche qui est formée suite à la transformation par ce que l'on appelle la diagénèse des sédiments qui se sont accumulés à tel ou tel endroit. Alors, ces roches sédimentaires qui se forment à partir d'alluvions, par exemple, au niveau de l'embouchure d'un fleuve, sont différentes des roches sédimentaires qui peuvent se former dans un océan. Dans un océan, par exemple, vous allez avoir des calcaires, des carbonates de calcium, donc de la craie qui va se former. Donc ce sont des roches sédimentaires par dépôt de sédiments qui proviennent, alors l'origine est plus ou moins est variable, hein. Le carbonate de calcium il a plusieurs origines, mais enfin en tout cas à un moment ou à un autre, eh bien, les sédiments qui se retrouvent au fond de l'eau en fait, vont se transformer en roches sédimentaires, par exemple de type calcaire. Là on a des roches sédimentaires d'un autre ordre, hein. Nous n'allons pas les détailler, ce n'est pas l'objet de l'étude, mais simplement penser que ce qui provient en fait de l'amont, sur des distances donc parfois qui vont entre 0 et 1000 km, eh bien ça veut dire que les roches sédimentaires, il y a quelqu'un, il y a un chien donc elle rappelle son chien, ça veut dire que les roches sédimentaires, moi je me répète là, il va falloir faire un petit montage. Qu'est-ce que je veux dire? Les roches sédimentaires donc, qui proviennent des alluvions, par exemple, donc, du transport de particules de sédiments à partir d'un fleuve, sont différents de ce qui se passe au niveau de la mer. Alors le taux de production des sédiments est plus ou moins important selon le fleuve, hein, selon le relief, selon la surface correspondant au bassin versant. Évidemment, c'est variable d'un endroit à un autre, d'une région à l'autre. C'est variable selon que l'on se place plus vers l'amont, plus vers l'aval, plus vers l'embouchure, etc. Mais ça veut dire que la quantité de sédiments en fait, qui se forment chaque jour est relativement importante. Et si on se place au niveau mondial, évidemment, au niveau mondial, il y a une très très grande quantité de sédiments qui se forment. Ne serait-ce que dans l'eau, par exemple. Dans l'eau, il y a beaucoup de sédiments qui tombent, puis qui, avec le temps, alors il faut parler en millions d'années évidemment, hein, se transforment en roches sédimentaires. Donc ça veut dire que il s'établit un débit plus ou moins variable, plus ou moins important, avec donc une granulométrie, on va dire, plus ou moins importante selon les endroits où on se trouve. Mais de toute façon, beaucoup de ces sédiments vont se retrouver transportés
et de plus en plus de l'amont vers l'aval. Donc la quantité de sédiments qui arrive en mer est variable, hein, elle est très variable, elle est conditionnée par beaucoup de choses, par beaucoup de paramètres en fait. Si on prend l'exemple de l'Isère, donc qui fait partie des Alpes occidentales, elle transporte chaque année par kilomètre carré 350 tonnes de sédiments. Donc 350 tonnes par an. Alors si on pourrait prendre plein d'exemples encore à la surface de la Terre, mais la quantité de sédiments transportés chaque année est considérable. Bon, voilà. Alors ça dépend de plein de choses, hein. Il n'y a pas que le débit qui va agir sur les particules, sur les sédiments. Il y a aussi les climats. On peut être dans un climat tempéré, un climat froid, un climat chaud, etc. Bon, tout cela va conditionner le fait que les agents d'altération vont être variables et plus ou moins intensifs, et les agents d'érosion vont être également plus ou moins intensifs. Hein, sachant que l'eau, c'est le principal agent de l'érosion, c'est l'eau qui dépasse et de loin tous les autres facteurs, tous les autres paramètres qui vont faire en sorte que l'ablation puis le transport sera plus ou moins efficace. Bon, il y a le vent, il y a d'autres paramètres également. Bon. Voilà. Bon voilà, je pense qu'on a bien compris comment sont transportés les produits de l'altération, hein. C'est l'érosion, voilà, l'eau c'est le principal agent. L'érosion c'est quoi? C'est l'ablation puis le transport de sédiments. Les sédiments vont aller plus ou moins loin, donc toujours de l'amont vers l'aval, vont se déposer quelquefois à certains endroits pour former des roches sédimentaires. Et puis il va y avoir un classement, une granulométrie des sédiments qui va pouvoir se faire du haut vers le bas, et même au niveau de l'embouchure d'un fleuve, en fait, on va avoir un étalement, un étayage, pas un étayage, mais enfin une espèce de stratigraphie qui va permettre de classer les roches, donc des plus grosses vers les plus petites, voire les particules complètement dissoutes qui vont se retrouver plutôt dans la mer. Donc dans la mer, enfin au niveau de l'océan Atlantique plutôt, donc si on parle de la Loire évidemment. Bon voilà, hein, on a compris, hein, je pense qu'on a fait le tour du sujet. L'érosion, l'altération, tout ça vous connaissez, maintenant vous êtes capable d'expliquer. Le cours est terminé, merci.